Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les 3 morts qui sont d'après moi les plus importantes de Naruto. Pas très gai comme sujet, mais vous le savez, ces événements tragiques sont essentiels en fiction, que ce soit pour le développement des personnages, du scénario ou la mise en place d'enjeux dans le récit. Et de ce point de vue-là, il y a d'après moi 3 morts qui sortent du lot. Bien sûr, même si on sera sans doute tous d'accord pour dire que les morts que je vais vous présenter sont très importantes, j'ai dû les sélectionner parmi une longue liste, et d'autres auraient aussi bien pu avoir leur place dans ce classement. Donc voilà, gardez tout ça à l'esprit, et sur ce, commençons. Certains l'ont peut-être oublié car ça remonte à loin, mais la mort de Zabuza et particulièrement celle de Haku ont eu une grande importance sur bien des aspects. D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'équipe 7 est déployée pour la première fois en mission hors du village. Au début, nos héros sont enthousiastes à l'idée d'entamer enfin leur carrière de ninja. Mais très vite, ils sont confrontés à la réalité cruelle du monde qui les entoure et font face à 2 assassins de Kiri, un village réputé pour sa vision radicale des shinobi, ayant notamment traversé une époque très sombre qui lui avait valu l'appellation de village de la brume sanglante. En effet, ayant connu de nombreux conflits avec Iwa puis avec le clan Kaguya notamment, Kiri était un village marqué par la violence. Ces stigmates avaient poussé les hautes instances à développer une culture ninja extrémiste, allant jusqu'à mettre en place un rituel morbide au sein de leur académie, au cours duquel les enfants souhaitant devenir genin devaient s'affronter dans des duels à mort. Et si cette pratique fut abandonnée après qu'un tout jeune Zabuza Momoshi ait décimé l'ensemble d'une promotion durant l'un de ses examens, Kiri restait encore à l'époque un village froid aux méthodes cruelles. En effet, les traumatismes liés au conflit avec le clan Kaguya notamment avaient engendré une grande discrimination vis-à-vis des détenteurs de Kekkei Genkai, comme Haku justement, et le contrôle d'Obito sur le 4e Mizukage Yagura n'avait fait que renforcer ces tendances. Tout au long de l'arc, nos jeunes héros sont donc mis face à cette réalité, une étape essentielle pour leur développement en tant que shinobi, mais aussi en tant que personnage, surtout dans le cas de Naruto. L'introduction de Zabuza et Haku en elle-même, ainsi que la réalité qu'ils incarnent, était donc déjà une étape importante. Mais leur importance ne se réduit pas à ça. En effet, Haku a également permis à Naruto de verbaliser par 2 fois une notion qu'il avait déjà comprise, mais sur laquelle il n'avait jamais mis de mots, l'importance de ne pas se battre que pour soi, mais aussi pour les autres, ainsi que la souffrance que procure la solitude. La première fois, cela survient lors de leur rencontre dans la forêt. La seconde, cela arrive alors que Haku lui raconte son passé pendant leur combat. Ayant hérité du Kekkei Genkai de sa mère, Haku explique que lorsque son père apprit ce secret, il décida de tuer sa femme et tenta de faire de même avec son propre enfant. Haku réussit à tuer inconsciemment son père pour préserver sa vie, mais à son réveil, il fut plongé dans une terrible solitude qu'il décrira lui-même comme la pire sensation qui soit. Ce sentiment résonnera bien sûr dans l'esprit de Naruto, qui fera immédiatement le rapprochement avec sa propre histoire. Après avoir été vaincu, Haku considère avoir trahi la confiance de Zabuza et est décidé à mourir. Dans un premier temps, Naruto respecte la volonté de son adversaire et s'apprête à le tuer, comme s'il commençait à accepter la triste réalité du monde shinobi à laquelle il venait d'être confronté. Mais là où l'influence de Haku prend une toute autre dimension, c'est dans la mort. Car après qu'il se soit sacrifié pour sauver Zabuza du Raikiri de Kakashi, Naruto sera bouleversé par la froideur de Zabuza, qui semble dans un premier temps insensible au sacrifice de son partenaire. Naruto demandera alors au démon de Kiri si devenir un puissant ninja implique forcément de renoncer à ses sentiments. L'émotion de notre héros sera si grande qu'elle poussera Zabuza à reconnaître ses erreurs et à admettre que c'est bien Naruto qui a raison, les ninjas sont des humains avant tout. Haku était considéré comme trop gentil pour le monde shinobi. C'est d'ailleurs ce que suggère son besoin de reconnaissance et sa peur de la solitude qu'il partage avec Naruto, de même que les déclarations de Zabuza qui nous le dit texto. En réalisant ça et en comprenant la nature réelle de Haku grâce à Zabuza, Naruto est désormais convaincu de l'injustice que représente la nature des shinobi et qu'il était pourtant en phase d'accepter un peu plus tôt. D'ailleurs, à ce moment-là, Kishimoto dresse un parallèle super intéressant avec Sakura, qui découvre que Sasuke est entre guillemets mort et tente de retenir ses larmes afin de respecter la 25e règle du code ninja, en quelque situation que ce soit, ne jamais laisser transparaître ses émotions. L'accomplissement de la mission passe avant tout, le ninja n'a pas
le droit de verser de larmes. Tazuna, qui se tient juste à côté et qui n'évolue pas dans le monde ninja, souligne d'ailleurs la cruauté d'une telle règle. C'est assez subtil, mais en l'espace de quelques cases, Sakura connaît en fait un vrai développement en réalisant cette réalité en même temps que Naruto. Bon, malheureusement, ce type de développement de personnage pour Sakura ne sera pas récurrent dans la première partie du manga, mais bon, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il qu'au moment d'enterrer Zabuza et Haku, la Team 7 interroge Kakashi sur ses positions vis-à-vis de cette déshumanisation des shinobi, ce à quoi il répond sobrement, je cite, « Cet épineux problème accompagne le ninja tout au long de sa vie, c'est notre lot. » Bien sûr, nos héros étaient loin de savoir que bien peu de ninjas s'étaient autant posé cette question que leur sensei. Cette dichotomie entre la nature de shinobi et la nature profondément humaine des personnages qu'on nous présente sera un thème central tout au long de l'œuvre, mais sera cristallisé pour la toute première fois par les personnages de Zabuza et Haku. C'est grâce à eux que Naruto décidera de suivre sa propre voie de ninja et développera son indo, tel que Kakashi l'expliquera d'ailleurs bien plus tard à Zabuza et à Haku, alors réanimés par Kabuto via l'Edo Tensei lors de la 4ème grande guerre ninja. Car finalement, avant de les rencontrer, Naruto souhaitait devenir Hokage pour sortir de sa solitude, ainsi que pour obtenir la reconnaissance des gens. Désormais, non seulement il comprend la nature réelle de ses motivations grâce à Haku, mais en plus il s'est forgé une vision du monde shinobi qui va à l'encontre de ses dogmes et qui le motivera tout au long de l'histoire. Les morts de Zabuza et Haku ont donc contribué au développement du héros à un niveau que beaucoup ont tendance à oublier. Et bien que cette vision de Naruto sera mise à l'épreuve et sera amenée à évoluer avec le temps, tout a commencé sur le grand pont Naruto avec les sacrifices de Haku puis Zabuza. Donc rien que pour ça, je voulais leur rendre hommage et je tenais absolument à faire figurer leur mort dans ce classement. Comment parler des morts marquantes et importantes du manga sans évoquer celle d'Itachi? Je sais que beaucoup d'entre vous adorent Itachi et que d'autres en ont marre que ce personnage soit placé sur un piédestal, mais il faut bien admettre que c'est un personnage central de l'œuvre, même dans la mort. Du moins, les réactions en chaîne provoquées par son décès auront un énorme impact sur l'histoire et les personnages, en particulier sur Sasuke bien sûr. Mais avant d'évoquer le cas de son petit frère, on peut d'abord dresser une petite liste des événements qu'engendre directement ou indirectement la mort du personnage. Déjà bien sûr, Itachi n'étant plus là pour forcer Danzo à honorer leur marché, plus personne ne se dressait entre ce dernier et sa volonté d'exterminer définitivement les Uchiwa, ce qui aboutira notamment aux événements du Conseil des 5 Kage et au combat entre Sasuke et le chef de la Racine. De la même manière, sans Itachi ni Jiraiya, plus rien n'empêche l'Akatsuki d'attaquer Konoha de front pour tenter de s'emparer de Kyuubi. Ainsi, la mort d'Itachi n'est pas non plus étrangère à l'attaque de Pain sur le village. Donc rien que de ce point de vue-là, la mort d'Itachi constitue un élément essentiel dans le scénario. Et bien entendu, je vous le disais, là où la mort d'Itachi aura le plus d'impact, c'est sur le développement de son petit frère, mais aussi sur Naruto. Car pas besoin de vous rappeler qu'avant d'affronter Itachi, la vie entière de Sasuke s'articule autour de son désir de vengeance. Clairement, ce désir de vengeance est ce qui caractérise le personnage jusqu'à un certain stade. Ainsi, si à un moment de l'histoire, nous lecteurs sommes incapables d'imaginer ce que Sasuke prévoit de faire s'il parvient à vaincre Itachi, c'est d'après moi pour une raison très simple, Sasuke lui-même ne s'est jamais posé la question. En effet, depuis des années, toutes les décisions de Sasuke sont prises dans l'unique but de venger son clan, sans jamais penser aux conséquences à long terme. Donc déjà de son vivant, Itachi était d'une importance capitale, puisqu'il incarnait le moteur de son petit frère Sasuke. Et pas besoin de vous le rappeler, mais Sasuke étant clairement le second personnage principal du manga, presque au même titre que Naruto tant Kishimoto se donne la peine de développer son arc narratif en lui consacrant parfois des arcs entiers et en dressant en permanence des parallèles entre son évolution et celle de Naruto, ainsi qu'en lui donnant un screen time colossal, c'est déjà pas rien. Donc Itachi est bien entendu un personnage très important de son vivant, mais c'est vraiment dans la mort que cette importance sera exacerbée. Car après avoir entre guillemets vaincu Itachi et vengé son clan, Sasuke est décrit comme heureux d'avoir enfin accompli son objectif, notamment dans le roman Les Chroniques de la Foudre. Cela dit, Sasuke est confus et s'étonne notamment qu'Itachi se soit donné la peine de le libérer du sceau d'Orochimaru et se souvient vaguement qu'il lui a fait une pichenette sur le front juste avant de mourir, comme celle qui lui faisait au bon vieux temps. Bon, bien entendu, Obito finira par lui dire la vérité sur les motivations d'Itachi, et pas besoin d'expliquer en quoi cette révélation aura un impact immense
influence sur la psyché de Sasuke. Avant d'apprendre le secret sur son frère, Sasuke était un personnage dont la seule motivation était de le tuer et dont toute la haine était dirigée sur ce dernier, tel qu'Itachi le souhaitait d'ailleurs. Mais après les révélations, la rage de Sasuke sera redirigée vers Konoha, qu'il tient pour responsable de la vie de sacrifice d'Itachi. Bon, bien entendu, Obito y est pour beaucoup dans les accusations que porte Sasuke envers son village natal. Cette idée est d'ailleurs très bien développée dans le roman que j'évoquais plus tôt, Les Chroniques de la Foudre, dans lequel on apprend notamment que lors d'un rêve pendant sa convalescence, Sasuke tient une conversation avec un garçon masqué qui se révèle être sa conscience. Dans cette discussion, celui-ci explique à Sasuke que si Tobi ne lui a raconté la vérité derrière le massacre des Uchiwa qu'après la mort d'Itachi, ça prouve que son but est d'attiser davantage la haine de Sasuke envers Konoha afin de le manipuler pour le rallier à sa cause. Et en vrai, je trouve ça super intéressant de voir que Sasuke savait plus ou moins consciemment qu'il était manipulé, mais sa haine et sa tristesse provoquée par la vie de pénitence de son frère étaient telles qu'il se laissera faire, du moins dans un premier temps, ce qui, je trouve, en dit long sur les actions de Sasuke à partir de là. Itachi avait d'ailleurs anticipé ce scénario, ce qui explique qu'il ait scellé un Amaterasu dans l'œil de Sasuke et ait caché le corbeau avec l'œil de Shisui en Naruto, CF ma vidéo Uchronie, et si Sasuke n'avait jamais appris la vérité sur Itachi. Toujours est-il qu'Obito en savait plus sur Itachi que ce dernier ne le pensait, ce qui lui permettra de manipuler Sasuke dans un premier temps pour le monter contre Konoha. Ironie du sort, en acceptant de s'allier avec Kabuto et son armée d'Edo Tensei, parmi lesquels Itachi bien sûr, Obito déviera involontairement la trajectoire de Sasuke. Car après avoir allié leurs forces pour défaire Kabuto, Itachi révèle sa vérité à Sasuke, reconnaissant au passage avoir commis une erreur en tentant de porter seul le fardeau des Uchiwa. Bon, les aveux de son frère ne suffiront pas à Sasuke pour revenir dans le droit chemin, mais c'est tout de même grâce à ça qu'il décidera d'invoquer les 4 premiers Hokage afin d'en apprendre plus sur l'histoire du village, celle du clan et sur ce que signifie réellement être un shinobi. Et bien qu'après sa rencontre avec les anciens Hokage, Sasuke décide de rejoindre l'alliance pour préserver Konoha, pour qui son frère avait sacrifié sa vie, Sasuke prend quand même une décision radicale, celle de faire une révolution dans le monde shinobi. Désormais, pour lui, le Hokage est celui qui avance seul dans les ténèbres et endure toutes les souffrances pour maintenir la paix en devenant à la fois juge et bourreau. Cette vision despotique rejoint finalement celle d'Obito, Madara ou même Nagato et fait écho à la rivalité idéologique entre Indra, dont il est la réincarnation, et Ashura bien sûr. Plus concrètement, cette solution radicale et solitaire au mal qui gangrène le monde shinobi et qu'on évoquait en première partie, cette dichotomie entre la nature guerrière des shinobi et leur nature profondément humaine, qui a depuis été englobée dans une notion plus générale, celle des cycles de haine tels que décrits par Nagato, Obito et Madara justement, Sasuke la doit à sa mauvaise interprétation de la vraie vision d'Itachi. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les cycles de la haine dans Naruto et les inspirations bouddhistes et taoïstes de Kishimoto, je vous invite à regarder ma vidéo sur Ishiki où je développe ce sujet qui est ma foi plutôt intéressant. Bref, pour Itachi, être un shinobi, c'est faire le sacrifice de soi et protéger la paix dans l'ombre. Et ça, Sasuke l'a bien compris. Mais là où il se fourvoie, c'est en associant cette idée d'un shinobi qui avance dans l'ombre à celle d'un shinobi qui avance seul. Itachi mieux que quiconque sait qu'un homme ne peut porter seul le fardeau du monde shinobi. D'ailleurs, un peu avant de mourir et après avoir été réanimé avec les Tensei, Itachi reconnaîtra ses erreurs à plusieurs reprises et les rectifiera en passant le flambeau à Naruto. En effet, il lui confiera la responsabilité de ramener à la raison Sasuke ainsi que de défendre Konoha, d'abord en lui remettant le corbeau portant l'œil de Shisui, puis en lui partageant sa vision du Hokage dans un dialogue devenu iconique. Ce n'est pas en devenant Hokage qu'on obtient la reconnaissance, mais en obtenant la reconnaissance qu'on devient Hokage, n'oublie jamais tes compagnons. Il met d'ailleurs en garde Naruto, en voulant tout endurer seul et en ne comptant que sur sa propre force, il risque de devenir orgueilleux et d'oublier les autres. Pour lui, aussi fort soit-on, tenter de tout porter sur son dos mène fatalement à l'échec, et c'est le meilleur moyen de devenir ce contre quoi on se bat. Et mieux que quiconque, Itachi est bien placé pour le savoir, car comme il le dit lui-même, il a autrefois essayé d'agir seul et a échoué, voilà pourquoi il s'en remet désormais à ses compagnons.
Du coup, non seulement la mort d'Itachi a eu un impact sur l'histoire et sur Sasuke bien sûr, mais également sur Naruto, et pas mal de gens sous-estiment l'importance de l'influence d'Itachi sur le héros. Car la réincarnation des âmes permettra à Itachi de véritablement passer le flambeau à Naruto, en lui évitant de commettre les mêmes erreurs que lui par le passé, et en lui confiant la responsabilité de ramener Sasuke dans la lumière. D'ailleurs, lors du combat final entre Naruto et Sasuke, Kishimoto insiste bien sur le fait que c'est Naruto qui a réellement compris les actions et la vision d'Itachi, et la victoire morale de notre héros sur son ami et rival est aussi en un sens celle d'Itachi. Par la suite, Sasuke développera son propre Nindo en devenant un shinobi qui évolue dans l'ombre pour protéger Konoha, à la différence que désormais, il n'avance plus seul mais main dans la main avec Naruto et le reste du village. On pourrait même aller encore plus loin et ajouter que le Nindo d'Itachi, dont a hérité Sasuke, inspirera Boruto des années plus tard. Donc niveau impact, ça se pose là. Clairement, pour moi, c'est dans la mort que la vraie importance d'Itachi se révèle, ce qui explique qu'il figure à la deuxième place de ce classement. Bon, là clairement, on va aborder la mort qui est d'après moi la plus importante du manga, car au-delà du fait que la mort de Jiraiya constitue un des moments les plus émouvants de Naruto, elle est également essentielle au développement du héros. Bon, là encore, la mort de Jiraiya a une importance à court et moyen terme, puisque son sacrifice permettra à ses compagnons de déceler le secret derrière les 6 corps de Pain, ce qui sera bien entendu essentiel pour permettre à Naruto et aux autres de l'affronter et d'avoir leur chance. Et puis bien sûr, comme pour Itachi, la mort de Jiraiya n'est pas étrangère à l'attaque frontale de Pain sur Konoha, ce qui renforce l'importance scénaristique de la mort de notre sensei préféré. Ensuite, symboliquement, le sacrifice de Jiraiya prouve sa confiance indéfectible envers son élève Naruto, en qui il voit l'enfant de la prophétie. Car alors qu'il pensait que Nagato était l'enfant qui détruira ou sauvera le monde prophétisé par le grand ermite des crapauds Gamamaru, c'est dans la mort qu'il prendra conscience qu'il s'agissait en fait de Naruto. Plus concrètement, ça se traduit par une scène en particulier que j'adore. Alors qu'il commence à perdre conscience et à voir sa vie défiler, vie qu'il considère comme une succession d'échecs, de sa relation avec Tsunade et Orochimaru, à son incapacité à protéger son élève Minato ou son maître Hiruzen en passant par son échec avec Nagato, l'estime de soi de Jiraiya alors aux portes de la mort est au plus bas. Mais en repensant à une conversation qu'il avait eue avec Minato et Kushina sur son Nindo, et sur la volonté des deux jeunes parents de faire de lui le parrain de leur enfant, Jiraiya comprend que sa vie n'était pas qu'une succession d'échecs, et que sa plus grande réussite était d'avoir formé Naruto, un shinobi qui puise sa force dans sa volonté d'acier et sa détermination, des valeurs que Jiraiya partage, comme il l'expliquait autrefois à Orochimaru. C'est grâce à Naruto que Jiraiya puisera dans ses dernières forces pour transmettre un dernier message à ses amis afin de défaire Pain, et rien que pour cette scène seule, sa mort est pour moi une masterclass. Mais là encore bien sûr ce n'est pas tout, car l'impact que cette dernière aura sur notre héros est sans commune mesure avec les autres morts du manga. On parlait plutôt de l'importance de la mort de Haku et Zabuza sur la vision de Naruto, puis de celle d'Itachi sur la vision de Sasuke et plus généralement de son impact sur l'approche de Naruto vis-à-vis de la haine qui gangrène le monde shinobi, mais comment parler de tout ça et ne pas aborder celui qui a transmis son idéologie à notre héros? Après la mort de son sensei, Naruto est dans un premier temps abattu, ce qui est déjà suffisamment rare pour être souligné. Mais grâce à l'intervention d'Iruka puis de Shikamaru, qui mieux que quiconque sait ce que c'est de perdre un mentor, Naruto se remobilise, ce qui nous permet au passage de voir l'évolution de notre héros. Autrefois solitaire, Naruto a su s'entourer d'amis qui le soutiennent, et ça franchement c'est beau. Pour autant, il est désormais dans une dynamique de vengeance et souhaite tuer celui qui lui a pris son maître, encore un parallèle avec Sasuke d'ailleurs. Et lorsqu'il en vient finalement à affronter Pain, Naruto est confronté à une question. Le tuer mettra-t-il fin au cycle de la haine? Comment espérer la paix dans ce monde où règne la guerre? Autrefois, Nagato lui aussi aspirait à la paix, mais les réalités auxquelles il a été confronté l'ont amené à penser qu'une paix durable est impossible, et que le seul moyen d'obtenir une paix réelle est de l'imposer par la force. Bien qu'éphémère, cette paix réelle accorderait d'après lui, je cite, un bref instant de répit dans ce
déferlement de haine infinie. En gros, Nagato a renoncé à la paix véritable et par extension à tout espoir envers le monde shinobi. Or, vous le savez, renoncer et Naruto dans une même phrase ne font pas bon ménage. Après avoir entendu le raisonnement de Nagato, Naruto se souvient des paroles de son maître qu'il n'avait pas bien comprises autrefois. Un jour viendra où les hommes se comprendront mutuellement, j'en suis persuadé. Et après sa rencontre avec son père Minato, qui lui aussi lui a confié cette tâche de trouver comment mettre un terme au cycle de la haine, Naruto souhaite se confronter seul à Nagato. En effet, il n'est pas sûr d'être capable de surmonter sa propre haine envers celui qui a tué son maître et détruit son village, et choisit donc de se mettre à l'épreuve afin de voir s'il mérite vraiment la confiance accordée par son maître Jiraiya et son père Minato. Après avoir entendu l'histoire de Nagato, Naruto prend sa décision, il ne le tuera pas. Il veut croire en ce que croyait son maître, l'entente entre les hommes est possible. Il y travaillera sans relâche pour briser la malédiction des shinobi et deviendra Hokage pour instaurer une paix durable. Et lorsque Nagato lui demande comment être sûr qu'il ne s'écartera pas du droit chemin, Naruto lui répond ce qu'il a toujours dit à ceux qui remettaient en question sa vision et ses choix, ne jamais revenir sur sa parole et aller de l'avant, c'est son indo. Depuis la mort de Zabuza et Haku, Naruto a toujours su que le monde shinobi était cruel et a toujours été déterminé à aller contre ça. Mais c'est grâce à Jiraiya, à la confiance qu'il lui a accordée ainsi que les valeurs d'entente et de partage qu'il lui a transmises que Naruto trouvera sa solution au cycle de la haine. Bien sûr, l'apprentissage de Naruto ne s'arrête pas là, d'où l'importance plus tard de personnages comme Itachi ou Obito, que j'aurais d'ailleurs aussi pu évoquer dans la liste. Car après avoir compris que la compréhension entre les hommes était la solution pour briser la malédiction du monde shinobi, Naruto doit encore apprendre à ne pas porter cette responsabilité seul, grâce à Itachi du coup, mais aussi à confronter sa vision à des idéologies différentes, comme celle d'Obito, Madara et bien sûr Sasuke. C'est d'ailleurs pour ça que je ne comprendrai jamais ceux qui disent que le manga aurait dû s'arrêter à l'arc Pain, alors qu'en vrai il s'agit seulement d'une étape dans le développement du héros pour moi. Bref, toujours est-il que la mort de Jiraiya et les événements qui ont suivi sont les éléments déclencheurs majeurs qui ont permis à Naruto de s'affirmer en tant qu'enfant de la prophétie via ses choix, faisant de lui l'hôte légitime de l'âme d'Ashura Otsutsuki, ce qui aura une importance capitale pour la suite. Du coup, la mort de Jiraiya Sensei est d'après moi et sans conteste la mort la plus importante dans Naruto. Voilà qui conclut cette vidéo. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur car c'était un moyen d'aborder des thématiques narratives centrales dans le manga et qui font que Naruto est pour moi l'une des meilleures œuvres toute fiction confondue. J'aurais bien entendu pu évoquer les morts de Rin, Minato et Kushina ou encore Asuma pour ne citer que, mais j'ai dû trier car comme je l'ai dit, les morts marquantes ce n'est pas ce qu'il manque dans Naruto. D'ailleurs, il y a tellement de matière que j'aurais de quoi faire une partie 2 un jour si ça vous chauffe. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma sélection, dites-moi quelles sont d'après vous les morts les plus importantes du manga en commentaire. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'hab à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, c'est super important. Pensez également à me suivre sur Twitter, c'est là-bas que j'annonce les futures vidéos, et ça fait toujours plaisir. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.